Voilà, nous allons avancer, c'est notre quatrième épisode, et il y a beaucoup de choses à dire dans cette enquête. Alors, pour résumer, qu'est-ce que nous avons vu ces trois précédents épisodes? Eh bien, pour résumer très brièvement, nous avons pris conscience que, à notre époque, 20e, 21e siècle, nous avons... Alors, voilà, là, je sais que ça marche, donc je ne sais pas si ça a démarré avant. Donc, bonjour à tous et bon courage pour ces journées pas faciles de confinement. C'est le quatrième épisode et on va résumer très brièvement ce qu'on a vu dans les précédents pour ceux qui nous rejoignent. Donc, premièrement, pour ce qui est de la connaissance du monde, de tout ce qu'il contient, nous vivons une époque incroyable, une sorte de révolution qui s'est faite très progressivement, évidemment par étapes. Une révolution dans la connaissance, dans la connaissance du réel, grâce au progrès de ce qu'on peut appeler à juste titre les sciences expérimentales, les sciences qui sont fondées sur l'expérience et qui nous enseignent, qui nous apprennent à lire cet univers dans lequel nous sommes et dont nous faisons partie, un petit peu comme une paire de lunettes qui aurait été inventée et puis améliorée avec le temps, avec les siècles, petit à petit et puis de façon assez exponentielle. Nous connaissons de mieux en mieux ce monde dans lequel nous vivons et ces progrès de la connaissance, de la lecture de ce monde nous permettent d'une chose incroyable, c'est de nous libérer d'une quantité de fausses croyances. Voilà, de fausses croyances religieuses, philosophiques, pré-scientifiques, etc., qui étaient en fait des fausses interprétations, des interprétations erronées des choses de ce monde et des choses, des représentations du monde. Voyez. Alors, nous avons vu que grâce à ces progrès de la connaissance par les sciences expérimentales, eh bien, il est devenu possible de faire quelque chose qui n'était pas possible avant. C'est pour ça que cette méthode d'enquête est nouvelle. Ces choses possibles, c'est de confronter au réel les grands courants de la pensée, philosophiques ou religieux, ou je dirais plus précisément pas les grands courants eux-mêmes, mais les représentations du monde associées à ces croyances religieuses, philosophiques, pré-scientifiques, pour voir si ce sont des croyances qui s'avèrent exactes ou si au contraire elles sont fausses. Et parmi les fausses, on a vu que certaines étaient même criminelles, puisque c'était facile maintenant de voir que sacrifier des êtres humains pour que le soleil se lève demain, c'est vraiment d'une part une fausse croyance, d'autre part une fausse croyance criminelle, puisqu'elle met en jeu la vie des autres. Alors, des fausses croyances, il y en a de toutes sortes, philosophiques, religieuses, pré-scientifiques, et on a utilisé la métaphore du bureau de l'humanité avec d'un côté un tiroir sur lequel il est marqué tiroir des tiroirs des débats, tiroir des interprétations, des croyances, des opinions. Vous voyez, c'est le vieux tiroir très archaïque depuis l'Antiquité où chaque civilisation peut mettre les dossiers de ses croyances, de ses propres lectures du monde. La nouveauté, c'est que de l'autre côté maintenant, et ça s'est fait progressivement, nous avons ce nouveau tiroir qu'on appelle, à juste titre, le tiroir des réponses, et dans lequel nous pouvons mettre progressivement toutes les réponses que nous avons déjà trouvées par rapport à ces choses du monde. Pour être très concret, il ne faut pas oublier que entre le tiroir des croyances et le tiroir des réponses, il y a un tiroir de travail, un tiroir qu'on va appeler tiroir des hypothèses, tiroir des théories. C'est le tiroir où, là, les hommes et les femmes travaillent pour essayer d'y voir plus clair sur un sujet précis
Comme les sujets abordés dans les indispensables, à chaque début d'album, il y a un os, il y a un problème, et il va falloir le résoudre. Parfois ça prend du temps, parfois c'est plus rapide, parfois les gens ont de la chance, parfois ils doivent travailler beaucoup, etc. Mais ce tiroir du milieu, le tiroir des hypothèses et des théories, eh bien, on ne peut pas vraiment s'en servir, on peut qu'applaudir le travail de la recherche, mais on pourra s'en servir quand une question aura été vraiment étudiée et on aura enfin la réponse. Alors, si on a la réponse, eh bien, on peut mettre le dossier, le changer de tiroir et le mettre dans le tiroir des réponses. Et ces réponses vont toujours se préciser, au moins du point de vue des instruments de mesure. Alors, un exemple concret, le Soleil. Nous avons vu que le Soleil, qui est une représentation du monde, hein, c'est quelque chose de matériel, quelque chose de concret qui existe, et des opinions ont été formulées à son sujet par différentes philosophies, religions, etc. Ils ont tous donné leur représentation du monde, leur idée de ce qu'était le Soleil. Bon, on a pu constater que une civilisation avait raison, les autres s'étaient trompés, ils étaient dans des fausses croyances sur le Soleil, et ceux qui avaient raison, eh bien, c'est pas parce que nous les préférons, c'est pas parce que nous les avantageons, c'est pas parce que c'est les Hébreux bibliques, mais il se trouve que ce sont eux. Voilà. Les Hébreux bibliques ont commencé très tôt à refuser justement de faire des sacrifices humains au Soleil ou aux autres divinités, d'ailleurs, il faudra voir ça, en disant qu'il n'y en a pas besoin, et que d'ailleurs, tout ça ne sont pas des dieux, le Soleil n'est pas un dieu, il n'est pas éternel, il a un commencement, il aura une fin. Voilà. Vous voyez bien qu'à l'époque, il était impossible de donner une réponse à ce débat. Toutes les civilisations qui disaient le Soleil est éternel, sans commencement ni fin, et le petit peuple hébreu qui nous dit c'est un lampadaire. Il va falloir attendre 2000, 2500 ans pour que, enfin, les sciences expérimentales, par le biais de l'astrophysique, dans les années qui précèdent la guerre de 40, que les sciences viennent nous donner enfin la réponse à ce très ancien débat qui date depuis 2000, 3000, 4000 ans. Bon. Le fait que les Hébreux aient eu raison sur ce sujet-là, dans le tiroir des réponses, n'est pas la preuve que leur Dieu est le vrai, n'est pas la preuve qu'ils ont raison sur tout, sur tous les sujets. Mais ça nous donne envie de continuer l'enquête, de prendre d'autres sujets comme celui du Soleil, qui concerne des représentations du monde, et non pas des grandes philosophies, des grandes théologies. Hein. Ça, on ne peut pas dire si c'est vrai ou faux, ça sera ultérieur. Ça, c'est un autre type de question que nous allons voir. Mais sur des représentations du monde, tôt ou tard, la recherche finit par trouver la réponse. Et donc, tôt ou tard, une philosophie ou une religion qui nous donne une représentation du monde se met en position d'être critiquée, voire applaudie, voire condamnée, entre guillemets, par le réel. Hein, il y a cette confrontation au réel, ça passe ou ça casse. Et c'est la seule façon de vérifier si une théorie du tiroir du milieu, une théorie était vraie ou fausse. Voilà. Les dates se précisent toujours, tous les instruments de mesure s'améliorent. Nous disons actuellement que le Soleil, d'après les spécialistes, ont 4,5 ou 5 milliards d'années. Il a 4,5 ou 5 milliards d'années et il s'éteindra dans 4,5 ou 5 milliards d'années. C'est un lampadaire, comme disaient les Hébreux. Voilà. Alors, nous faisons une grande compétition, nous donnons des points. Tout à fait honnêtement, quand quelqu'un a raison sur un sujet, il a un point. Quand il s'est trompé, il a 0. Voilà. Pour le moment, nous n'avons pris que le Soleil. C'est le premier exemple. Les Hébreux ont 2 points et les autres 0. Et voilà, ça ne veut rien dire pour l'avenir. Nous allons continuer l'enquête et regarder comment ça se passe. L'intérêt de cette enquête, c'est qu'elle est évidemment non, elle ne trouvera pas de preuves, mais des indices, et que bien sûr, tous les indices partagés sont absolument vérifiables, ce qui fait que ne croyons rien de tout ce qui va être dit ici, vérifiez tout, et vous verrez, de cette façon, vous pouvez faire vous-même cette enquête en trouvant les réponses à vos questions sur chaque point précis abordé. Alors, pourquoi est-ce que nous n'aurons pas de preuves sur la question de Dieu? Eh bien, comme nous l'avons vu la dernière fois, c'est Aristote qui nous a montré
il y a il y a deux grands domaines qu'il ne faut surtout pas mélanger ni confondre. Le premier domaine, c'est celui du domaine physique, c'est celui où je peux attraper les choses manuellement ou avec des instruments pour pouvoir expérimenter à leur sujet dans mon tiroir des expériences. C'est c'est le monde physique, c'est le monde où s'exercent les sciences expérimentales. Bon. Il y a un autre domaine qui est inatteignable, beaucoup plus haut, beaucoup plus loin, impossible à atteindre par l'homme et ses instruments. Et ce domaine, puisqu'il est au-delà de la physique, Aristote et ses disciples nous disent, c'est le domaine métaphysique, puisque méta veut dire après, au-dessus, au-delà, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez tout de suite que un certain nombre de questions qui étaient dans nos débats, le tiroir des débats, le tiroir des opinions et des croyances, un certain nombre de questions est amené à toujours rester dans ce tiroir des opinions, des croyances, tout simplement parce que ce sont des questions non physiques, elles sont du domaine métaphysique. Alors, par exemple, la grande question depuis très longtemps pour les êtres humains, qu'y a-t-il après la mort? Voilà. Est-ce qu'il y a une autre vie? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce qu'il n'y a rien du tout? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des épreuves? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Est-ce qu'on est équipé? Est-ce qu'il faut donner à manger aux défunts, lui donner des armes, etc. Vous voyez, toutes les civilisations, toutes les philosophies, toutes les religions nous donnent leur opinion sur ce qu'il y a après la mort physique. Bon. Eh bien, euh, il ne faut pas compter sur les sciences expérimentales pour nous donner la réponse. Voilà. Et c'est pour ça que, vous voyez, on ne peut pas confondre. Si quelqu'un arrive en blouse blanche et dit, vous voyez, je suis très fort, je suis un grand ingénieur ou un grand biologiste et je suis chez le prix Nobel, et moi je vais vous dire ce qu'il y a après la mort, eh bien c'est un abus de pouvoir parce qu'il ne le sait pas plus que vous. Et ces sciences ne lui permettent pas de le savoir, nous l'avons vu, parce que tout ce qui est dans ce domaine métaphysique, inatteignable, avec impossible à peser, mesurer, analyser, toutes ces choses-là eh bien, resteront dans le domaine métaphysique. Bien sûr, on peut réfléchir dessus, hein, on peut essayer de théoriser, on peut essayer d'élaborer, mais il faut reconnaître que ça échappe à la compétence des sciences expérimentales. Ça sera d'une autre façon qu'on essaiera d'y aller, peut-être. Bon, puis on pourra parler plus tard des expériences de mort imminente qui donnent l'impression que voilà, on a pu expérimenter là-dessus, mais il faudra mettre ça bien dans son camp, même si c'est très intéressant comme phénomène, et même si c'est nouveau là aussi. Bon. Alors, vous voyez, il ne faudra jamais confondre le, les dossiers métaphysiques et les dossiers qui concernent les choses physiques et les représentations du monde physique. Autre dossier métaphysique, bien sûr, la question de Dieu. Y a-t-il un créateur, plusieurs ou pas du tout? Cette grande question, elle est métaphysique, mais elle ne comporte que trois grandes réponses possibles, et une de ces trois réponses est forcément vraie. Voilà, on va voir si on peut s'approcher ou partir au moins dans la bonne direction par rapport à cette réponse. Alors, ce qu'il ne faut pas confondre non plus, c'est un peu du même ordre, c'est les faits scientifiques vérifiables dans notre tiroir des réponses, hein, les faits scientifiques, et ce qui va rester toujours dans le tiroir des opinions, des croyances, des interprétations, ce sont les interprétations justement de ces faits scientifiques. Vous voyez, des faits scientifiques, nous en avons de plus en plus, grâce au travail de la recherche. Eh bien, de plus en plus, nous sommes amenés à interpréter. Et l'interprétation, bien sûr, est nécessaire, mais l'interprétation, il ne faut pas la confondre avec le fait scientifique. Elle est toujours soumise à la discussion, au débat. C'est pour ça que les interprétations resteront dans ce tiroir des débats. Interprétation, voyez, enfin, nous allons en voir quelques-unes, et d'ailleurs, nous allons regarder un petit épisode de nos BD Les Indispensables.
pour essayer de voir avec notre héros qui est là, Thomas, de quelle façon euh, il faut surtout éviter, voilà, de confondre les faits et les interprétations. C'est parfait. Je comprends qu'il y a une différence entre le fait scientifique de l'évolution, de la montée, et puis les interprétations philosophiques de cette montée. Voilà, il faut distinguer ces deux choses très différentes, le fait scientifique et l'interprétation non scientifique de ce fait. Si on ne fait pas la distinction entre ces deux choses, cela introduit une confusion. Et c'est cette confusion qui a lieu assez souvent quand un scientifique passe à la télé ou à la radio, dans les journaux. Voilà le scientifique qui arrive, alors toute ressemblance avec quelqu'un serait fortuite, hein, c'est un scientifique lambda. Il arrive à la télé avec sa blouse de savant et pourquoi pas un prix Nobel de biologie. Ça, c'est quelqu'un de compétent et de sérieux. Alors il commence à nous parler de biologie dont il est le spécialiste mondial. On lui fait confiance, c'est normal puisque la science, c'est son domaine. Et voilà ce qu'il nous dit, par exemple, quand on étudie les vivants depuis le début de la vie, il y a 3,5 milliards d'années, on observe une évolution qui va toujours dans le même sens, du plus simple au plus complexe. Bon, vous voyez, pour le moment, il nous transmet une information scientifique, il reste à l'étage des sciences, il nous communique son connaissance et ça nous enrichit. Mais généralement, il ne s'arrête pas là. Il donne sa propre conclusion. Donc, cette évolution prouve qu'il n'y a pas création, car l'évolution se fait toute seule, par le hasard. Il n'y a donc pas du tout besoin de Dieu, ni d'aucune intelligence créatrice. D'ailleurs, Dieu n'existe pas. Alors bien sûr, c'est son droit d'exprimer une interprétation métaphysique qui parle de Dieu, vous voyez. Mais ça nous laisse croire qu'on est encore dans le domaine scientifique, alors qu'en réalité, on est sorti du domaine scientifique. Il faudrait pouvoir lui dire stop. Stop professeur, vous êtes sorti de votre domaine sans nous le signaler. Et alors alors vous devriez prévenir vos téléspectateurs de cette sortie, sinon ils croient que là, vous nous donnez des preuves scientifiques à propos de Dieu. Eh bien, je crois que vous avez tout à fait raison. Vous voyez, il est honnête. C'est pourquoi, à présent, j'enlève sous vos yeux ma blouse de scientifique afin de signaler manifestement ce changement de domaine et pour éviter donc tout malentendu. À présent, j'ai enlevé ma blouse, je ne vais plus vous parler de biologie en tant que professionnel, mais je vais vous parler de métaphysique en tant qu'amateur. Donc, comme moi je ne suis pas croyant, je pense donc que cette évolution se fait toute seule. Ah, merci beaucoup, professeur. Si tout le monde faisait comme vous, on verrait mieux la différence entre un fait scientifique indiscutable et son interprétation philosophique qui, elle, est toujours discutable. D'ailleurs, professeur, un téléspectateur a une question à vous poser. Bien, nous écoutons. Oui, voici ma question, professeur. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire ce que c'est que l'évolution? Ah, ben très bien, eh bien, je vais vous le dire. Mais tout d'abord, je remets ma blouse de scientifique, car je vais vous parler de l'évolution naturellement en tant que scientifique. Alors voilà, l'évolution, c'est la création ou l'invention au cours du temps de messages génétiques nouveaux. Mais professeur, vous venez de dire que l'évolution, c'est la création. Ah ben, en fait, je ne parlais pas de création au sens biblique, là, hein. Mais par quel mot désigner cette apparition de nouveaux messages génétiques? Une création, une invention, je ne sais pas, moi. Parce que nous, les biologistes, nous constatons que progressivement, par étapes, sur des millions d'années, ont commencé à exister des messages génétiques qui n'existaient pas auparavant. Il y a donc bien création d'informations nouvelles. Ah oui, d'accord, professeur, mais alors d'où viennent ces nouveaux messages? Sont-ils créés par une intelligence ou pas? Désolé, la science ne répondra jamais à cette question qui n'est pas de son domaine. Et je vais donc enlever ma blouse pour vous donner mon opinion. Mon opinion personnelle.
Attendez une seconde. Je garde d'abord ma blouse pour quelques mises au point scientifiques. Hein, d'accord? Alors, qu'est-ce qui commande la fabrication, entre guillemets, d'un être humain comme vous, chère madame? Mais ma fabrication, mais je, enfin, professeur, bon, appelez ça comme vous voudrez, fabrication, invention, création, émergence. La réponse est le message génétique. Ah ouais, bien sûr, je le savais. Mais oui, vous le saviez, tout le monde le sait, message génétique. Oui, eh bien, mademoiselle, ce message génétique est contenu intégralement dans chacune de vos cellules. On le trouve dans n'importe lequel de vos cheveux, ongles, gouttes de sang. Il est la signature unique de chacune de vos cellules. Ce message, unique au monde, est votre signature. Beaucoup plus efficace que les empreintes digitales pour démasquer un coupable ou disculper un innocent. Ah, voilà le vrai coupable. Ah, au secours, professeur. Pan, pan. C'est donc ce message codé qui contient toutes les instructions pour votre développement. Le message de l'ADN. La question est depuis quand vous avez ce message en vous? Oh, un message codé en plus, mais c'est fou. Réponse. Depuis la rencontre de deux messages, ceux de vos deux parents. Mais attention, ce n'est pas l'addition de leurs messages, c'est l'invention d'un message tout à fait nouveau. C'est pour ça qu'on emploie assez souvent le mot création dans notre métier de biologiste. Quel autre mot conviendrait? Vous êtes, mademoiselle, un poème nouveau et unique dans l'histoire de l'humanité. On ne dit pas fabriquer un poème, car ce qui se passe est très différent d'une addition ou d'une fabrication. À l'instant de la rencontre des deux messages de vos parents, on assiste à la création d'un nouveau message qui contient toutes les instructions génétiques pour votre développement. Rien ne sera ajouté. Oh, professeur. Alors, quand on se pose Voilà, la on va question continuer avec un autre passage. l'évolution, la création, ça a l'air d'être des choses contradictoires. Et on se pose la question de Darwin. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas Darwin, des gens qui adorent Darwin. La question, si on me la pose, c'est je réponds, en fait, Darwin, il y a des choses à prendre, absolument, et des choses qui, peut-être, sont à laisser. Alors, qu'est-ce qui est à prendre? Eh bien, ce qui est à prendre, c'est ce qui est les faits scientifiques. Les faits scientifiques, il faut toujours les prendre du moment qu'ils sont vérifiés. Alors, les faits scientifiques qui sont à prendre chez Darwin, c'est le fait d'une montée. Darwin, comme d'ailleurs déjà Lamarck et puis déjà un petit peu Buffon, en classifiant les espèces vivantes, a remarqué une chose, c'est qu'il y a une montée au fil du temps. C'est-à-dire que les espèces les plus anciennes sont aussi les plus simples, entre guillemets. Ça va du plus simple au plus complexe. C'est donc une montée qu'on aurait pu appeler montée, mais qu'on a choisi d'appeler évolution, parce que de fait, ça évolue, c'est du plus simple vers le plus complexe. Ça, c'est un fait scientifique indiscutable. L'autre fait scientifique, c'est qu'il semble qu'entre ces espèces, enfin, on le sait même, il y a des rapports de parenté et de filiation. Autrement dit, on constate qu'une espèce plus récente est née souvent d'une espèce plus ancienne qui soit a continué d'exister, soit a disparu. Bon. Et maintenant, on a des indices, des signes de ça par la génétique. Hein. On voit que ça vient bien de là. Alors ça, ce sont les faits qu'il faut garder chez Darwin. Mais il y a des choses qu'on n'est pas obligé de prendre chez Darwin, c'est les interprétations philosophiques de ces faits. Vous voyez, quand Darwin nous dit, ou les amis de Darwin nous disent, il y a une montée, il y a une évolution, donc elle se fait toute seule, sans aucune intelligence organisatrice, ben, on n'est pas obligé de le croire. C'est son opinion, c'est une opinion philosophique, ce n'est pas scientifique de dire ça. Il pourrait dire, je ne vois pas d'intelligence organisatrice, donc je pense qu'il n'y en a pas, mais parfois il y a des choses qu'on ne voit pas et qui sont quand même là. Donc on n'est pas obligé de tout prendre, de prendre les aspects philosophiques de Darwin, et c'est ce que notre héros Thomas, dans cette enquête Un os dans l'évolution, comprend. Il en arrive au point, là on va le retrouver, où il nous dit je comprends qu'il y a une différence entre le fait scientifique de l'évolution, de la montée, et puis les interprétations philosophiques de cette montée. Voilà,
il faut distinguer ces deux choses très différentes, le fait scientifique et l'interprétation non scientifique de ce fait. Si on ne fait pas la distinction entre... Voilà, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on va se retrouver et vous voyez, on a pas mal avancé d'un coup puisque des grandes questions de notre époque, de nos contemporains, c'est la question justement création, évolution. Hein, et comme on vient de le voir, ces deux termes ont été souvent mis en opposition. Ils ont été mis en opposition comme si c'était soit l'un, soit l'autre. Soit il y a une création divine par le Dieu de la Bible et de Jésus-Christ, ou peut-être voilà, des religions monothéistes, éventuellement d'autres religions plus archaïques, tout ça. Donc soit il y a une création par un Dieu, une intelligence, ou plusieurs, soit au contraire, il y a une évolution, sous-entendu, qui se fait toute seule. Bon. Et c'est dans le sous-entendu que s'est passée toute l'imposture, vous voyez. Parce que maintenant, chaque enfant qui vient au monde, à partir de l'âge de raison, ou un peu plus tard, vers le lycée ou l'adolescence, il va être sommé symboliquement de choisir. Il y a ces deux camps qui se sont établis en guerre de tranchées. Ils ont affermi leur position en creusant des tranchées comme en 14-18, et ils se tirent dessus sans discuter depuis 150 ans, depuis Darwin, Pasteur, tout ça. Bon, vous voyez bien que là, on a des chances, quand ça dure si longtemps, et un conflit aussi absurde et aussi imbécile, on a des chances que le problème soit mal posé. Or, n'importe quel scientifique ou autre, ou philosophe, vous dira que si un problème est mal posé, il ne trouvera jamais de solution. Jamais. Bon. Alors, tâchons de bien poser le problème. Voilà. D'un côté, il y avait les partisans de la Bible ou d'autres traditions religieuses ou philosophiques qui nous disent il y a une intelligence créatrice qui fait les choses. Bon. Et d'autre part, nous avons des, des scientifiques et des philosophes qui n'aiment pas la Bible des Hébreux et des chrétiens et qui disent ah, avec cette montée que nous avons observée, qu'on a appelée évolution, nous avons une arme de guerre qui va permettre de montrer à tout le monde que cette idée d'un Dieu barbu, ridicule, est complètement impossible, puisque on n'a pas besoin de lui pour faire ce monde et tout ce qu'il contient, avec des espèces de plus en plus élaborées, de plus en plus complexes. On n'a pas besoin de lui, puisqu'on a trouvé le principe opérateur qui est ce que nous appelons évolution. Bon. D'ailleurs, je crois même que certains appelaient le mot magique évolution. Bon. Très bien. Simplement, le conflit, avant de s'élaborer avec les tranchées, a été très violent. Et c'est vrai que les juifs et les chrétiens ont été assez embarrassés avec ces nouveautés que les amis de Darwin apportaient, parce que de fait, ils avaient l'impression que la science était mise à contribution, était un peu dans le camp de cette nouveauté qui consistait à dire, vous voyez, il y a une évolution, elle se fait toute seule, on n'a besoin d'aucun Dieu. Bon. Mais en réalité, les chrétiens et les juifs, les hébreux, avec leur Bible, étaient en fait les mieux préparés à accueillir cette idée d'évolution, qui n'avait pas commencé d'ailleurs avec l'évolution de Darwin, avec, vous savez, les pinsons des îles Galapagos, enfin, on en reparlera. Mais les chrétiens et les juifs étaient les mieux préparés, puisque justement, si on regarde attentivement leurs écrits, les livres bibliques, le livre de la Genèse notamment, on s'aperçoit que c'est un des rares récits de création du monde qui intègre une notion d'étape et une notion de progression et une notion d'évolution, vous voyez. Mais ça, les chrétiens ne l'avaient pas vu. Bon, quant aux juifs, ils étaient peut-être pas assez nombreux pour se faire entendre, mais de fait, on s'aperçoit, on étudiera ça les prochaines fois, que la Bible des Hébreux est une des rares descriptions de la création du monde entier qui intègre justement cette idée d'étapes, de longues étapes,
et de progression. Bon. Donc on était normalement armés pour accueillir ça et pour être ceux qui devaient le plus se réjouir de cette observation qu'on est passé du plus simple au plus complexe en 3,5 milliards d'années. Mais malheureusement, les chrétiens ne l'ont pas fait parce que ils avaient une lecture pas tout à fait exacte de la Bible, où on croyait au contraire que les choses se faisaient en 6 jours, c'est-à-dire en une semaine, autrement dit que tout était bouclé en une semaine au tout début, et qu'après, il n'y avait plus du tout de création. Bon, bien sûr, ça, c'était une traduction erronée, nous le savons maintenant. Le pape Benoît XVI lui-même, en 2008, a rappelé dans son discours aux Bernardins que la création n'est pas terminée, elle se continue. Donc, vous voyez, elle n'a pas eu lieu en une semaine. Au contraire, elle ne cesse de continuer et de progresser. Et c'est heureux que le pape ait dit ça, parce que là, il revient, il remet une traduction en face du réel, parce que de fait, dans le tiroir des réponses, nous voyons bien que la création n'a pas eu lieu en quelques jours au tout début, mais que c'est quelque chose qui se déploie depuis presque 14 milliards d'années et qui n'est pas terminé. Et donc ça, c'est quand même très important à prendre en compte. Bon, il y aura bien sûr des quantités d'autres choses à dire sur ces sujets, mais tout ça pour, voilà. Nous avons vu tout à l'heure, donc, que, de même qu'il ne faut pas confondre les sujets physiques et les sujets métaphysiques, de la même façon, il ne faut pas confondre les faits scientifiques, par exemple celui d'une évolution, d'une progression, et les interprétations qui auraient tendance à dire, ah, vous voyez, c'est la preuve que Dieu existe, ou c'est la preuve que Dieu n'existe pas. Car on l'a toujours dit dans nos rencontres, des preuves sur Dieu, il n'y en aura jamais par l'aspect scientifique. Hein. On peut utiliser l'intelligence, c'est ce qu'on fait, on peut utiliser des indices, mais des preuves scientifiques, il n'y en a pas plus que pour Gagarine quand il est allé dans sa capsule autour de la Terre et qu'il a dit à la fin, je suis allé dans le ciel, il paraît que Dieu est dans le ciel, je n'ai pas vu Dieu, donc Dieu n'existe pas, c'est QFD. Vous voyez, c'est vraiment le faux syllogisme qui ne marche pas. Bien, alors nous avançons. Alors sur l'évolution et la création, bien sûr, nous allons continuer d'en parler. Ça, évidemment, nous amène au thème du hasard, le grand sujet du hasard. Bon, puisqu'il nous reste 2 minutes, je vous raconte une petite histoire j'ai eu envie d'inventer. J'ai inventé un jour avec la pédagogie avec des jeunes. Voilà, vous vous rappelez au début des téléphones portables, il fallait faire beaucoup plus attention que maintenant à bien les verrouiller, sinon on pouvait avoir des surprises. Bon. Et moi, avec mon premier téléphone portable, un jour, je rentre du travail, je reçois un texto de mon épouse charmante qui me dit Z 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 Z. Je me dis oh là là, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle est peut-être un peu énervée, je sais pas. Bon, est-ce qu'il y a un code? Bon, je lui poserai la question ce soir. Je rentre à la maison le soir. Je lui dis bah tiens, tu as vu que tu m'as envoyé un message un peu étrange. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ben, il dit non, je t'ai pas envoyé de message aujourd'hui. Ah bah écoute, est-ce qu'on peut voir ton portable? Alors, on regarde le portable. Ah oui, oui, effectivement, il y a un message qui est parti, qui est allé chez toi parce que tu étais le Bruno le premier sur la liste. Voilà. Et ah oui, ZZZ, tiens, oui, c'est marrant. Non, c'est pas moi qui ai écrit ça. Non, ah je sais. Dans mon sac, bien sûr, ce sont les clés ou le rouge à lèvres, toc toc toc, qui a tapé, tout à fait, voilà, comme ça, sans le vouloir, ZZZ. Ah ok, d'accord, ben voilà, bon très bien, on s'embrasse, tout va bien. Le lendemain, je vais travailler. À ce moment-là, j'avais un atelier hors de la maison et je reçois un nouveau texto de ma femme. Et là, c'est marqué, ah tiens, c'est marqué, hein, pense à prendre le pain. Ah ben ça, bon, ok, très bien, c'est marrant. Bon, je range le téléphone et le soir, je rentre à la maison et ma femme me dit, bah, alors, t'as pas le pain? Bah, je dis, bah, non, pourquoi j'aurais le pain? Elle dit, mais t'as pas reçu mon texto? Euh, ah bah si, si, t'as pas reçu mon texto, j'ai marqué pense à prendre le pain. Oui, oui, c'est vrai, oui. Bah alors pourquoi tu l'as pas pris? Bah, je lui dis, mais je pensais que c'était tes clés qui avaient tapé par hasard dans ton sac. Bon, voyez, bon, c'est une blague cette histoire, mais vous voyez, elle nous fait
elle nous enseigne beaucoup de choses. Elle nous montre que dans les deux cas, nous avons un message. ZZZ pense à prendre le pain. Bon. Le premier message ZZZ ne contient pas d'information. Donc, puisqu'il ne contient pas d'information, il peut être écrit par ce que nous appelons le hasard. Les clés, sans aucune intelligence, peuvent taper un message sans information. Vous voyez, un message sans information n'a pas besoin d'intelligence à la source. Voilà. Le deuxième message, pense à prendre le pain, qui contient de l'information, bien sûr, eh bien, lui, il nécessite forcément, nécessairement, de l'intelligence. Vous me direz, il n'y a pas besoin de beaucoup d'intelligence pour écrire Pense à prendre le pain, mais il en faut quand même. Il faut en fait beaucoup plus de choses qu'on imagine. Il faut connaître la langue, il faut connaître à peu près l'orthographe, il faut connaître à peu près, vous voyez, le sens des mots, et être capable de l'écrire. Un bébé de 2 mois ne peut pas le faire. Bon. Eh bien, vous voyez, un message sans information n'a pas besoin d'intelligence à la source. Un message qui contient de l'information, il en a besoin, à la source au moins. Vous voyez, ça c'est une règle qui est valable pour l'univers tout entier. Voilà. Si quelque chose a l'air organisé, travaillé, il y a des chances, statistiquement beaucoup plus de chances qu'il y ait de l'intelligence à la source. Alors, on n'aura peut-être pas la preuve, on pourra peut-être pas connaître cette intelligence, savoir qui elle est, ce qu'elle pense, etc. Mais on peut la discerner. Et ça, on continuera de parler du hasard parce que c'est un thème énorme. C'était l'arme de guerre des amis de Darwin. Et on va voir si l'explication par le hasard, c'est-à-dire la non-intelligence, le hasard, la définition dans un dictionnaire en général, c'est euh, hasard, cause fictive des événements soumis aux seules lois des probabilités. Voilà. On va voir. Bien sûr qu'il y a du hasard dans notre monde, bien sûr. Heureusement, attendez, heureusement qu'il y a du hasard dans notre monde. Sinon, ça voudrait dire que nous sommes tous des robots et que tout est programmé ou calculé par une ou plusieurs intelligences qui nous surveillent et nous contrôlent. Vous voyez, s'il n'y avait pas de hasard, nous serions des robots déterminés, déterministes, prédéterminés. Heureusement, ce n'est pas le cas. Mais la question est, jusqu'où le hasard, qui est par définition sourd, muet, aveugle et sans intelligence, jusqu'où est-il capable de réaliser quelque chose, faire des réalisations, de créer quelque chose? Vous voyez, il a réussi à écrire ZZZ, le hasard, ou des choses qui n'ont pas de sens. Est-ce qu'il est capable d'écrire du sens? Alors, les statisticiens diront, ah oui, une chance sur 1 milliard peut un jour faire ceci. Bon, nous verrons ça la prochaine fois. C'est un thème absolument passionnant et où vous allez voir, nous avons moyen, comme un peu là avec cette petite métaphore du téléphone, nous avons moyen d'avancer un petit peu. Voilà, je vous dis bonne journée et j'espère à demain ou sinon en tout cas à lundi de façon sûre. Allez, merci, à bientôt. Je vais voir si ça. Voilà. Ciao, ciao.